Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La dernière manœuvre. Partie 1, la vie parfaite. Evan Mitchell avait toujours été le genre d'homme à croire qu'il fallait faire les choses correctement. À 35 ans, il avait bâti une entreprise de conseil prospère à partir de rien, maintenu de solides amitiés et, plus important encore pour lui, avait ce qu'il considérait comme un mariage parfait avec sa femme depuis 7 ans, Brooke. Ils s'étaient rencontrés à l'université Northwestern pendant leurs études supérieures, lui en commerce, elle en communication. Brooke était éblouissante, intelligente et ambitieuse. Avec ses cheveux blonds soignés, ses yeux bleus perçants et son esprit vif, elle l'avait captivé dès leur première conversation. Après l'obtention de leur diplôme, ils s'étaient installés à Chicago, où ils poursuivaient leur carrière avec une passion égale. L'entreprise d'Evan, Mitchell Consulting, se spécialisait dans l'aide aux entreprises en difficulté pour se redresser. Il avait une capacité hors du commun à identifier les causes profondes des échecs et à mettre en œuvre des solutions efficaces. Ce talent l'avait rendu assez riche, et il n'hésitait jamais à partager son succès avec Brooke. Il vivait dans un magnifique appartement en bordure du lac dans le quartier huppé de la Gold Coast à Chicago, prenait des vacances luxueuses 2 fois par an et ne manquait de rien. Brooke avait gravi les échelons jusqu'au poste de vice-présidente des communications chez Anderson Media, l'une des principales agences de publicité de Chicago. Son travail exigeait souvent de longues soirées et des déplacements professionnels fréquents, ce qu'Evan soutenait sans réserve. Il admirait son ambition et était fier de ses accomplissements. « Nous sommes un couple puissant », disait-elle, en faisant teinter son verre de vin contre le sien lors de leur soirée en amoureux. L'équipe parfaite. Et Evan y croyait. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils trouvaient du temps l'un pour l'autre, brunch du dimanche, soirée surprise, cadeaux attentionnés. Leur relation semblait être l'exception à la règle selon laquelle le succès en affaires signifiait l'échec dans la vie personnelle. Ils avaient discuté d'avoir des enfants, mais tous deux étaient d'accord pour attendre d'être plus établis dans leur carrière. Maintenant, avec la récente promotion de Brooke et l'entreprise florissante d'Evan, ils avaient commencé à en parler plus sérieusement. Evan avait même commencé à regarder des maisons en banlieue, imaginant une cour où leurs futurs enfants pourraient jouer. « Je pense que je suis enfin prête », lui avait dit Brooke le mois dernier, blotti dans ses bras après le dîner. « Essayons d'avoir un bébé. » Ces mots avaient rempli Evan d'un tel espoir et bonheur. Tout se mettait en place exactement comme il l'avait prévu. Il avait la carrière, la femme, et bientôt, si Dieu le voulait, une famille. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite fut si totalement dévastateur. Partie 2, la découverte. Cela avait été une semaine particulièrement épuisante pour Evan. Un client à Détroit était au bord de la faillite, et il avait passé 3 jours d'affilée à les aider à naviguer dans leur crise financière. Jeudi après-midi, il avait réussi à négocier avec leurs créanciers et élaborer un plan de redressement viable. Épuisé mais satisfait, il décida de prendre un vol plus tôt pour rentrer et surprendre Brooke. Il ne lui avait pas dit qu'il rentrait tôt. Il s'arrêta chez son fleuriste préféré et prit un bouquet de pivoine blanche, ses fleurs préférées, puis acheta une bouteille du champagne qu'ils avaient bu pendant leur lune de miel. Ce soir serait spécial. Il la surprendrait, il célébrerait son voyage réussi et sa récente promotion, et peut-être même commencerait-il leur chemin vers la parentalité. Lorsqu'Evan entra dans le garage de leur immeuble, il remarqua une BMW noire inconnue garée sur l'emplacement des visiteurs. Probablement un voisin recevant des invités, pensa-t-il. Il prit l'ascenseur jusqu'à leur étage, jonglant avec les fleurs et le champagne tout en cherchant ses clés. En approchant de leur porte, il entendit des rires à l'intérieur, des rires masculins profonds qu'il ne reconnaissait pas. Perplexe, il mit la clé dans la serrure et ouvrit la porte. La scène qui l'accueillit resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Un homme grand et bien bâti, aux cheveux noirs, se tenait dans le salon, ne portant qu'un jean et tenant un verre de whisky. Il se tourna vers la porte avec une expression surprise. « Puis-je vous aider » demanda l'étranger, sa voix teintée d'une pointe d'agacement. Evan resta figé dans l'embrasure, les fleurs et le champagne toujours en main. « C'est mon appartement » dit-il lentement. « Qui êtes-vous » L'expression de l'homme passa de la surprise à quelque chose ressemblant à de la pitié. « Écoutez, mec, je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. C'est l'appartement de Brooke Anderson. » Brooke Mitchell, corrigea Evan automatiquement. « Ma femme. » Juste à ce moment, il entendit un bruit étouffé venant de la direction de leur chambre. Ses yeux se posèrent sur la porte entr'ouverte, et il pouvait distinguer 2 silhouettes dans le lit,
l'une étant clairement sa femme, ses cheveux blonds reconnaissables même dans la lumière tamisée, et un autre homme qu'il n'avait jamais vu. « Qui est là, Alex » appela Brooke, sa voix légèrement pâteuse. « La nourriture est déjà là. » L'homme dans le salon, Alex apparemment, semblait maintenant mal à l'aise. « Brooke, je pense que tu devrais venir ici. » Evan sentit le sol se dérober sous lui. La bouteille de champagne glissa de ses mains et se brisa sur le parquet, le bruit assourdissant dans l'atmosphère tendue. Au son, Brooke apparut dans l'embrasure de la chambre, enveloppée dans un drap, son visage rougi par ce qui s'était passé dans leur lit conjugal, blêmissant lorsqu'elle vit Evan. « Evan, tu es censé être à Détroit jusqu'à demain, bégaya-t-elle. Derrière elle, un autre homme apparut, complètement nu avant de s'envelopper rapidement d'une serviette autour de la taille. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, regardant par-dessus l'épaule de Brooke. Evan fixa sa femme, puis les deux hommes, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. « J'ai terminé plus tôt » dit-il, sa voix étrangement calme malgré le chaos qui éclatait en lui. « Je pensais surprendre ma femme. On dirait que c'est moi qui ai eu la surprise. »« Evan, je peux expliquer » commença Brooke, avançant d'un pas, serrant le drap plus fort autour d'elle. « Expliquer quoi, exactement » demanda Evan, sa voix toujours étrangement posée. « Que tu as une liaison. Ou que tu as deux liaisons en même temps. » Alex, l'homme dans le salon, eut la décence de sembler gêné. « Écoute, mec, je ne savais pas qu'elle était mariée. Elle nous a dit qu'elle était divorcée. » L'autre homme, toujours derrière Brooke, hocha la tête en accord. « Ouais, elle a dit que son ex était hors du tableau. » Le regard d'Evan se tourna vers Brooke, dont le visage était passé du choc à un regard défensif. « Tu n'étais jamais là » siffla-t-elle. « Tu travaillais toujours, mettant toujours tes clients en premier. »« Donc, c'est ma faute » demanda Evan, une pointe de colère perçant enfin son choc. « J'ai des besoins, Evan » rétorqua-t-elle. « Des besoins que tu ne satisfaisais pas » L'absurdité de son accusation le fit presque rire. Il était là, tenant ses fleurs préférées, planifiant une soirée romantique, pendant qu'elle recevait deux amants chez eux. Evan regarda autour de l'appartement, la vie qu'ils avaient construite ensemble, les photos encadrées de leur mariage sur l'étagère, le tableau qu'ils avaient acheté lors de leur voyage en Italie, le canapé qu'ils avaient choisi ensemble où ils avaient passé d'innombrables soirées à regarder des films et à planifier leur avenir. Il posa les fleurs soigneusement sur la table de l'entrée. « Je m'en vais maintenant » dit-il calmement. « Je suggère que vous vous habillez tous. » Ce désordre, il désigna la bouteille de champagne brisée, et le moindre de ce qui est brisé ici ce soir. Alors qu'il se tournait pour partir, Brooke l'appela. « Evan, attends. Où vas-tu ? Il faut qu'on parle de ça. » Sans se retourner, il répondit, « Il n'y a rien à discuter, Brooke. C'est assez clair ce qui se passe ici. » En sortant, il l'entendit crier son nom. Mais il ne s'arrêta pas. Il prit l'ascenseur jusqu'au garage, s'assit dans sa voiture pendant un long moment, les mains serrant le volant, regardant dans le vide. Sa vie parfaite venait de se briser aussi complètement que cette bouteille de champagne. Partie 3, les conséquences. Evan s'enregistra dans un hôtel du centre-ville, le Langham, avec ses vues sur la rivière et son service impeccable, qui avait toujours été l'un de leurs endroits préférés pour les escapades. Maintenant, seul dans une suite luxueuse, il s'assit près de la fenêtre, observant l'horizon de Chicago alors que la nuit tombait. Son téléphone vibrait sans cesse, appels et messages de Brooke. Il les ignora tous, appelant plutôt son assistante pour libérer son emploi du temps pour le lendemain, puis éteignit complètement son téléphone. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Son esprit ne cessait de rejouer la scène, l'étranger à la porte, le visage choqué de Brooke, l'autre homme dans leur lit. Des questions le tourmentaient, depuis combien de temps cela durait-il ? Y en avait-il d'autres ? Quelque chose dans leur mariage avait-il été réel ? Au matin, le choc avait cédé la place à une colère froide et calculatrice. Evan n'était pas un homme violent. Il avait toujours cru que l'intelligence était plus puissante que la force brute, et maintenant, son esprit analytique se mit au travail. Il ralluma son téléphone pour trouver 17 appels manqués de Brooke, accompagnés de nombreux messages allant de l'excuse à la défensive jusqu'à l'accusation. Il les lut tous sans émotion, puis appela son avocat. « J'ai besoin de vous rencontrer aujourd'hui » dit-il à Stanley Hoffman, l'avocat perspicace qu'il avait aidé à créer son entreprise des années auparavant. « C'est urgent. » 4 heures plus tard, Evan était assis dans le bureau de Stanley,
racontant les événements de la veille avec le même détachement qu'il pourrait utiliser pour décrire un problème d'affaires. « Je veux divorcer », conclut-il. « Mais je veux le faire intelligemment. » Stanley s'adossa à son fauteuil, l'expression grave. L'infidélité est un motif de divorce dans l'Illinois, mais cela n'affectera pas nécessairement le partage des biens, sauf s'il y a des circonstances atténuantes, comme si elle a utilisé des fonds communs pour soutenir ses liaisons, hôtels, cadeaux, ce genre de choses. Nous pourrions avoir plus de poids. Evan hocha lentement la tête. J'ai besoin de tout savoir, Stan. Depuis combien de temps ça dure, qui sont ces hommes, s'il y en a d'autres? J'ai besoin d'un tableau complet avant de faire mon prochain mouvement. Je peux recommander un bon détective privé, proposa Stanley. Faites-le, dit Evan. Et je veux geler nos comptes conjoints, changer les serrures de l'appartement aussi. Il est à mon nom. Stanley haussa un sourcil. C'est agressif, Evan. Les tribunaux pourraient ne pas voir cela d'un bon œil. Je m'en fiche. Je ne vais pas financer son style de vie pendant qu'elle se moque de notre mariage. Au cours des 2 semaines suivantes, Evan agit méthodiquement. Il prit une suite à l'hôtel Peninsula, une autre propriété de luxe, mais sans associations émotionnelles. Il s'immergea dans le travail pendant la journée, et la nuit, il examinait les rapports du détective privé, Daniel Rivera. Ce qu'il découvrit le rendit malade. Selon les conclusions de Daniel, Brooke entretenait des liaisons depuis au moins 2 ans, pas seulement avec les 2 hommes qu'il avait rencontrés, mais avec plusieurs autres, y compris son patron, Jason Anderson, le PDG marié d'Anderson Media. Le détective avait découvert des messages textes explicites, des reçus d'hôtels payés avec leur carte de crédit commune, et même un appartement secret que Brooke maintenait pour ses rendez-vous. Plus accablant encore, Daniel découvrit que la récente promotion de Brooke n'était pas du tout basée sur le mérite. Elle couchait avec Jason Anderson depuis plus d'1 an. Quand Daniel présenta des photos de Brooke entrant dans un hôtel avec son patron en pleine journée, Evan sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était une détermination froide et résolue. « Merci pour votre minutie », dit-il à Daniel, lui rédigeant un chèque de bonus généreux ce soir-là. Seul dans sa suite d'hôtel, Evan prit une décision. Un simple divorce ne suffisait pas. Brooke n'avait pas seulement trahi leur mariage, elle avait trahi chaque valeur qu'ils étaient censés partager, l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, le travail acharné. Elle s'était moquée de son dévouement tout en utilisant leurs fonds communs pour financer ses tromperies. Non, un divorce ne suffisait pas. Brooke devait subir les conséquences. Avec cette résolution fermement en tête, Evan commença à planifier. Partie 4, la stratégie. Evan avait toujours excellé dans la stratégie. C'était ce qui le rendait prospère en affaires, la capacité à voir la situation dans son ensemble, à identifier les points de levier et à exécuter avec précision. Maintenant, il appliquait ces mêmes compétences à un problème d'un autre genre. Sa première étape fut de rassembler toute la documentation financière, tant pour leur compte personnel que pour son entreprise. En travaillant avec son comptable, il retraça soigneusement chaque dollar que Brooke avait dépensé pour ses liaisons, hôtels, cadeaux, l'appartement secret. Le total s'élevait à plus de 75 000 $ de leurs fonds communs. Ensuite, il rencontra à nouveau Stanley pour discuter des procédures de divorce. « Je veux demander le divorce pour motif d'adultère », dit-il à son avocat. « Et je veux réclamer la dissipation des actifs matrimoniaux. » Stanley hocha la tête avec approbation. « Avec les preuves que vous avez rassemblées, nous avons un dossier solide. Mais Evan, je dois demander, quel est votre objectif final ici? Voulez-vous simplement sortir du mariage, ou cherchez-vous autre chose? » L'expression d'Evan était indéchiffrable. « La justice, dit-il simplement. Rien de plus, rien de moins. » Mais en privé, ses plans allaient bien au-delà du tribunal de divorce. L'enquête avait révélé que l'avancement de la carrière de Brooke était bâti sur la tromperie, pas seulement son aventure avec le PDG, mais des rapports falsifiés qui donnaient l'impression que son département était plus performant qu'il ne l'était réellement. Evan avait également appris qu'Anderson Media se préparait à entrer en bourse, les dépôts auprès de la SEC étant déjà en cours. Et puis, il y avait la question de leur cercle social. L'élite des affaires de Chicago était très unie et soucieuse de son image. Brooke avait soigneusement cultivé des relations avec les épouses d'influents cadres, se positionnant comme l'épouse dévouée d'un entrepreneur prospère. Tous ces éléments, sa carrière, sa réputation, sa position sociale étaient des cartes dans la main d'Evan, et il avait l'intention de les jouer stratégiquement. Son premier mouvement fut subtil.
Il contacta un vieil ami de l'université qui travaillait maintenant comme journaliste financier pour le Chicago Tribune. « Morgan, j'ai un tuyau pour vous », dit-il lors de leur déjeuner. Anderson Media truque ses comptes avant son introduction en bourse. Je peux fournir des documents. Morgan se pencha en avant, immédiatement intéressé. C'est une accusation grave, Evan. Êtes-vous sûr de cela? Evan fit glisser un dossier sur la table. Voyez par vous-même. Faites particulièrement attention aux chiffres du département des communications. Les documents, obtenus légalement grâce à son enquête, montraient des écarts clairs entre les rapports internes et les chiffres présentés aux investisseurs. Le département de Brooke était au cœur de la tromperie. Ce n'est pas à propos de mon divorce, ajouta Evan, anticipant la question de Morgan. Il s'agit de prévenir une fraude envers les investisseurs. La source reste anonyme. Morgan hocha lentement la tête en examinant les documents. C'est gros, Evan. Vraiment gros. Je sais. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Vous avez toujours eu de l'intégrité. Son prochain mouvement cibla l'appartement secret. Plutôt que de confronter Brooke directement, il signala anonymement une activité illégale présumée à la société de gestion de l'immeuble, s'assurant qu'ils enquêteraient sur le bail qu'ils savaient être au nom de Brooke seul. Simultanément, il commença à se retirer socialement de leurs amis communs, déclinant les invitations et se faisant discret. Lorsqu'on lui demandait, il disait simplement que lui et Brooke traversaient des changements, assez vagues pour susciter la curiosité, mais pas assez spécifiques pour sembler vindicatifs. Pour quiconque observait, il semblerait qu'Evan traitait ses problèmes conjugaux en privé. En réalité, chaque mouvement était calculé pour se positionner avantageusement pour ce qui allait suivre. La partie la plus difficile de son plan concernait Jason Anderson, le patron et amant de Brooke. Le PDG était puissant et bien connecté, pas quelqu'un à affronter à la légère. Mais Evan avait découvert qu'Anderson avait un historique de relations similaires avec des employés, un schéma qui constituait du harcèlement sexuel étant donné sa position d'autorité. Grâce à un réseautage prudent, Evan organisa une rencontre avec Catherine Anderson, la femme de Jason, qui siégeait également au conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives importantes de Chicago. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille à Lincoln Park, loin de leurs cercles sociaux habituels. « Madame Anderson, merci de me rencontrer », commença Evan formellement. Catherine Anderson, une femme digne dans la cinquantaine, le regarda avec un intérêt prudent. « Vous avez dit qu'il s'agissait d'une affaire commerciale sensible, monsieur Mitchell. » « En quelque sorte, oui, » répondit Evan. Il fit glisser une enveloppe sur la table. « Avant que vous ne l'ouvriez, je veux que vous sachiez que je ne prends aucun plaisir à cela, mais je crois que vous méritez de connaître la vérité. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photographies sélectionnées de Jason et Brooke entrant ensemble dans des hôtels, ainsi que des copies imprimées de messages textes explicites entre eux. Le visage de Catherine resta remarquablement composé pendant qu'elle examinait le contenu, mais ses mains tremblaient légèrement. Quand elle leva enfin les yeux, son regard était dur, empreint d'une fureur contrôlée. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle simplement. « Au moins 1 an, » répondit Evan. « Et j'ai des raisons de croire que Brooke n'est pas la première. » Catherine hocha lentement la tête. « Et que voulez-vous de moi, monsieur Mitchell ?»« Rien, » dit Evan sincèrement. « Ce que vous faites avec cette information vous appartient entièrement. J'ai seulement pensé que vous devriez savoir. » Alors qu'il se levait pour partir, Catherine l'arrêta avec une question. « Saviez-vous que je suis l'actionnaire majoritaire d'Anderson Media ? C'était l'entreprise de mon père avant que Jason ne prenne la direction. » Evan ne le savait pas. C'était une information inattendue qui pourrait accélérer son calendrier. « Non, » dit-il. « Je ne le savais pas », le sourire de Catherine était fin et dangereux. « Eh bien, maintenant nous avons tous les deux des choses à réfléchir, n'est-ce pas ?» En quittant le café, Evan ne ressentit ni triomphe ni culpabilité, juste la certitude tranquille que la justice était en marche. Partie 5, l'exécution. L'article du Chicago Tribune parut un lundi. Anderson Media sous enquête pour des irrégularités financières, proclamait le titre. L'article, minutieusement recherché et accablant dans ses détails, expliquait comment le département des communications avait systématiquement gonflé ses métriques de performance pour attirer les investisseurs avant l'introduction en bourse prévue. Bien que Brooke ne soit pas nommé directement dans l'article, quiconque chez Anderson Media reconnaîtrait immédiatement quel département était impliqué. Morgan avait bien fait son travail,
étayant chaque allégation avec des documents et des citations de sources anonymes au sein de l'entreprise. Evan lut l'article pendant son petit déjeuner dans sa suite d'hôtel, observant comment l'histoire était reprise par d'autres médias tout au long de la matinée. À midi, les actions d'Anderson Media avaient chuté de 15%. À la fermeture des marchés, la SEC avait annoncé une enquête officielle. Son téléphone sonna à 19h30 ce soir-là. Brooke. Après des semaines à ignorer ses appels, il décida de répondre. « Allô, Brooke. C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle. Sa voix tendue par la colère et la peur. L'article du Tribune, c'était toi. Est-ce que j'ai écrit l'article? Non. Est-ce que j'ai truqué les comptes de ton département? Non plus. Ne joue pas à ce jeu, Evan. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. Tout le monde est sous examen. Je pourrais tout perdre. Ce serait regrettable, dit-il doucement. C'est à cause de nous, n'est-ce pas? Tu essaies de me punir. Non, Brooke. C'est une question d'intégrité en affaires, quelque chose que tu sembles avoir oublié. Elle resta silencieuse un moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait pris une tonalité suppliante. Evan, s'il te plaît. Nous devons parler, vraiment parler. Ce qui s'est passé, ce que tu as vu, c'était une erreur. Une horrible erreur. Mais nous pouvons surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. J'ai demandé le divorce. Ta copie des documents devrait arriver demain. Une autre pause. Divorce? Pour quel motif? Maintenant, c'était au tour d'Evan de ressentir un éclair de colère. Es-tu sérieuse? Adultère, Brooke. Plusieurs comptes. Dissipation des actifs matrimoniaux. Les 75 000 $ que tu as dépensés pour des hôtels et ton petit nid d'amour. Tu m'as fait enquêter, s'exclama-t-elle. Bien sûr que oui. J'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. Salaud, siffla-t-elle. Tu penses que tu peux juste jeter 7 ans de mariage? Je n'ai pas jeté, Brooke. C'est toi qui l'as fait, au moment où tu as décidé que nos vœux ne signifiaient rien. Il mit fin à l'appel et éteignit son téléphone, ne voulant pas entendre les justifications ou menaces qu'elle pourrait offrir. Le lendemain apporta la phase suivante de son plan. À 10 heures précises, il entra dans les bureaux d'Anderson Media et demanda à parler à Jason Anderson. La réceptionniste, visiblement troublée par la crise en cours, tenta de le repousser. Monsieur Anderson ne prend aucun rendez-vous aujourd'hui. Dites-lui qu'Evan Mitchell est ici. Il voudra me voir. 5 minutes plus tard, il fut escorté dans le bureau d'angle d'Anderson, où le PDG l'attendait, le visage blême de stress. Tu as du culot de te présenter ici, commença Anderson, sans s'embarrasser de politesse. Evan s'assit sans y être invité. Je pensais qu'on devrait parler, d'homme à homme. À propos de quoi? De la façon dont tu essaies de détruire mon entreprise avec ces accusations sans fondement. Pas sans fondement, Jason. Nous le savons tous les deux. Et pas seulement à propos des pratiques commerciales. L'expression d'Anderson changea soudainement. Qu'est-ce que tu insinues? Je sais pour toi et Brooke, dit Evan calmement. J'ai des preuves. C'est ridicule, ricana Anderson, mais ses yeux se dirigèrent nerveusement vers la porte. Vraiment? J'ai des reçus d'hôtel, des messages textes, des photographies. Je sais aussi pour les autres femmes. Jennifer en comptabilité, Sarah au service juridique. Il y a un schéma, Jason. Le visage d'Anderson s'empourpra. Que veux-tu? De l'argent? C'est ça? Evan se pencha en avant. Je veux que tu licencies Brooke Mitchell aujourd'hui. Et je veux que tu annonces qu'Anderson Media effectue une révision interne de toutes les pratiques de promotion, en particulier celles qui pourraient constituer du harcèlement sexuel de type quid pro quo. Tu es fou, bafouilla Anderson. Je ne ferai ni l'un ni l'autre. Alors je serai forcé de partager ce que je sais avec le conseil, y compris ta femme, qui, comme je l'ai récemment appris, contrôle la majorité des parts de cette entreprise. La couleur quitta le visage d'Anderson. Tu as parlé à Catherine? Nous avons eu une conversation très éclairante. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un contrat prénuptial avec une clause de moralité. Anderson s'effondra dans son fauteuil, vaincu. Sors de mon bureau. Je prends ça comme un accord à mes conditions, dit Evan en se levant.
J'espère entendre parler du licenciement de Brooke d'ici la fin de la journée. Il partit sans un mot de plus, sachant qu'il avait remporté cette manche. Ce soir-là, 2 événements significatifs se produisirent. Brooke fut escorté hors du bâtiment d'Anderson Media par la sécurité. Ses affaires personnelles dans une boîte, et l'entreprise publia un communiqué de presse annonçant une révision complète de ses pratiques de promotion et de ses normes de rapport. Quand le téléphone d'Evan sonna à nouveau, il s'attendait à ce que ce soit Brooke, furieuse de son licenciement. À la place, c'était Daniel Rivera, le détective privé. « Monsieur Mitchell, il y a du nouveau concernant l'appartement que vous m'avez demandé de surveiller. La gestion de l'immeuble a effectué son inspection et a trouvé des preuves de sous-location illégale. Ils ont résilié le bail et changé les serrures. Merci pour la mise à jour, répondit Evan. Des signes de Madame Mitchell? Elle s'est présentée il y a environ 1 heure. Elle a eu une confrontation assez vive avec le gestionnaire de l'immeuble. Elle est partie en taxi vers le nord. Evan mit fin à l'appel, ressentant une satisfaction sombre. Brooke était maintenant sans emploi, sans son appartement secret, et bientôt sans accès à leur fonds commun. Les documents de divorce s'assuraient que la dernière pièce tombe en place. 3 jours plus tard, lorsque Catherine Anderson demanda le divorce de Jason, citant l'infidélité et la violation de leur contrat prénuptial, la nouvelle fit les pages de la Société du Tribune, avec des allusions à des relations inappropriées au travail mentionnées dans l'article. Le même jour, Evan reçut un appel de Stanley, son avocat. L'avocat de Brooke a pris contact, rapporta Stanley. Ils veulent discuter des termes du règlement. Que propose-t-il? C'est ça, il ne propose rien. Il demande ce qu'il faudrait pour que vous régliez rapidement et discrètement. Evan sourit pour la première fois en semaine. Dites-leur que je considérerai un divorce sans contestation si Brooke accepte ce qui suit, pas de pension alimentaire, pas de revendication sur mon entreprise, et elle prend la responsabilité des actifs matrimoniaux dissipés. C'est tout, Evan. Elle partirait avec presque rien. Elle aurait dû y penser avant de trahir chaque principe sur lequel notre mariage était bâti. Stanley soupira. Je transmettrai vos conditions, mais ne soyez pas surpris s'ils reviennent en se battant. Mais ils ne le firent pas. 2 jours plus tard, Brooke accepta toutes les conditions d'Evan. Partie 6, le règlement de compte. Le divorce fut finalisé en un temps record grâce à la décision de Brooke de ne pas contester les conditions d'Evan. Aux yeux de la loi, ils n'étaient plus mari et femme. Mais pour Evan, la dissolution légale ne suffisait pas. Il restait la question de leur cercle social, les amis et connaissances qui avaient été témoins de leur mariage apparemment parfait et qui allaient maintenant inévitablement prendre parti dans sa chute. La scène sociale de l'élite de Chicago était petite, et les ragots circulaient rapidement. Déjà, il y avait des murmures sur le départ soudain de Brooke d'Anderson Media et le timing coïncident du divorce des Anderson. Mais les rumeurs n'étaient pas des faits, et Evan savait que Brooke tenterait de contrôler le récit. Il décida de la devancer. Le gala de bienfaisance pour l'hôpital des enfants de Chicago était inscrit à leur agenda depuis des mois. En tant que donateur majeur, Evan et Brooke étaient attendus. Dans des circonstances normales, Evan aurait évité un tel événement public au milieu d'un tumulte personnel, mais ce n'étaient pas des circonstances normales. Il arriva au gala seul, impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure. La salle se tut à son entrée, tous les regards se tournant pour observer l'homme d'affaires nouvellement célibataire. Il endura les regards avec une grâce digne, acceptant les condoléances avec un simple hochement de tête ou un bref mot de remerciement. Puis Brooke arriva. Elle avait clairement mis le paquet, une robe rouge éblouissante, un maquillage professionnel, une coiffure parfaite. Elle se déplaçait dans la foule avec un charme exercé, touchant les bras, riant aux blagues, jouant le rôle de l'épouse lésée avec une habileté convaincante. Evan l'observait de l'autre côté de la salle alors qu'elle se dirigeait vers un groupe de femmes, les épouses des hommes d'affaires les plus influents de Chicago. Il savait ce qu'elles faisaient. Ces femmes étaient les gardiennes de leur cercle social, celles dont l'approbation pouvait maintenir ou détruire une réputation. Il fit son mouvement, s'approchant du groupe juste au moment où Brooke était en plein milieu d'une phrase. « Evan » s'exclama Margaret Reynolds, l'épouse d'un banquier éminent. « Nous parlions justement de vous. »« Tout en bien, j'espère » répondit-il avec un sourire. L'expression de Brooke se durcit. « Je disais juste aux dames que parfois, les gens s'éloignent. Ce n'est vraiment la faute de personne. » « C'est ce qui s'est passé, Brooke » demanda Evan, sa voix plaisante mais portant une pointe d'acier. « Nous nous sommes éloignés »
Les femmes jetèrent des regards entre eux, sentant la tension. Peut-être que ce n'est pas l'endroit, dit Brooke, tentant de détourner la conversation d'un terrain dangereux. Je ne suis pas d'accord, contre-attaqua Evan. Ces femmes sont nos amies. Elles méritent la vérité, ne penses-tu pas? Avant que Brooke ne puisse répondre, Catherine Anderson rejoignit leur cercle, son timing impeccable. Elle lança un regard froid à Brooke avant de se tourner vers Evan. Monsieur Mitchell, je suis tellement contente que vous ayez pu venir ce soir. Le conseil de l'hôpital disait justement à quel point ils sont reconnaissants pour votre soutien continu pendant cette période difficile. L'accent qu'elle mit sur ces derniers mots était subtil mais immistakable, un message au groupe qu'elle s'alignait avec Evan dans le conflit existant. Merci, Madame Anderson, répondit Evan. Je crois en l'importance de tenir mes engagements, quoi qu'il arrive. Le visage de Brooke avait perdu de sa couleur. Si vous voulez bien m'excuser, murmura-t-elle, tentant de s'éloigner du groupe. Mais Margaret Reynolds n'était pas prête à la laisser s'échapper. En fait, Brooke, je voulais vous demander, que s'est-il passé exactement chez Anderson Media? Nous avons entendu qu'il y avait tout un scandale. Tous les regards se tournèrent vers Brooke, dont le sourire exercé semblait maintenant fragile. Juste une réorganisation du personnel, rien d'intéressant, vraiment. Catherine haussa un sourcil. Ce n'est pas ce que les enquêteurs de la SEC ont dit quand ils m'ont interrogé hier. Le groupe se tut, l'implication flottant dans l'air. Vous savez, dit Evan sur le ton de la conversation, j'ai toujours cru que la vérité finit par éclater. Ne penses-tu pas, Brooke? La contenance de Brooke craqua enfin. Salaud, siffla-t-elle à voix basse. Tu as tout orchestré, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait d'autre que permettre aux conséquences de se dérouler naturellement, répondit-il calmement. Quelque chose que tu devrais peut-être envisager à l'avenir. Sur ce, il s'excusa auprès du groupe, laissant Brooke faire face au regard scrutateur des femmes qu'il admirait autrefois. En s'éloignant, il pouvait entendre Catherine commencer à partager des détails sur les problèmes de personnel chez Anderson Media, sa voix portant juste assez pour que les groupes à proximité puissent aussi entendre. À la fin de la soirée, Brooke avait quitté le gala plus tôt, et Evan avait reçu des invitations à 3 dîners privés de couples influents qui étaient auparavant des amis communs. Le réalignement social fut rapide et décisif. Au cours des semaines suivantes, les conséquences de la stratégie d'Evan continuèrent à se manifester. Anderson Media annonça que Jason Anderson prenait un congé pour des raisons personnelles. L'enquête de la SEC s'élargit pour inclure l'examen des pratiques de promotion qui pourraient constituer des violations éthiques d'entreprise. Et Brooke, coupé de ses anciens revenus et de sa position sociale, aurait pris un poste de niveau bien inférieur dans une petite agence de relations publiques en banlieue. Evan, quant à lui, se plongea dans son travail. Mitchell Consulting prit en charge plusieurs clients de haut niveau qui avaient spécifiquement requis ses services après avoir entendu parler de son approche éthique des défis commerciaux. Sa réputation, loin d'être entachée par le divorce, semblait n'avoir été renforcée que par le contraste avec le comportement de Brooke. Partie 7, nouveau départ. 6 mois après la finalisation du divorce, la vie d'Evan s'était installée dans un nouveau rythme. Mitchell Consulting s'était agrandi, ajoutant 3 nouveaux associés pour gérer la charge de travail accrue. Il avait acheté un penthouse dans un autre immeuble, avec des vues sur le lac Michigan qui ne manquaient jamais de le calmer après une longue journée. Il avait commencé à fréquenter à nouveau, prudemment, sans chercher quelque chose de sérieux, mais ouvert à la possibilité de connexion. Ces expériences l'avaient rendu plus sage, plus perspicace, mais pas amer. Il refusait de laisser la trahison de Brooke empoisonner sa capacité à faire confiance. Par un matin d'octobre frais, Evan prenait son petit déjeuner dans son café préféré lorsqu'une personne s'approcha de sa table. « Excusez-moi, cette place est-elle prise ?» Il leva les yeux pour voir Rachel Chen, la conseillère juridique principale d'une start-up technologique qui l'avait récemment aidé à traverser une transition difficile. Ils avaient travaillé étroitement ensemble pendant plusieurs semaines, et il avait été impressionné par son intelligence et son intégrité. « Joignez-vous à moi, dit-il, désignant la chaise vide en face de lui. Rachel s'assit, posant son cappuccino sur la table. « Je suis surprise de vous voir ici un week-end. Je pensais que les bourreaux de travail comme vous ne quittaient jamais le bureau. » Evan sourit. « J'essaie de maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle ces jours-ci. » « Bravo, dit-elle, remuant son café. La vie est trop courte pour la passer à travailler. Ils tombèrent dans une conversation facile, discutant de tout,
des nouveaux restaurants du quartier à un livre qu'ils avaient tous deux récemment lu. C'était confortable, naturel, sans le courant sous-jacent d'arrière-pensée qu'Evan avait appris à reconnaître dans ses interactions avec certaines femmes depuis qu'il était redevenu célibataire. En se séparant après le petit déjeuner, Rachel hésita. « Je vais à une ouverture de galerie ce soir à l'Art Institute. Rien de sophistiqué, juste une exposition d'un ami. Voulez-vous m'accompagner ?» Evan considéra l'invitation. Rachel était intelligente, directe, et semblait sincèrement intéressée par lui en tant que personne, pas en tant qu'homme d'affaires prospère ou récent divorcé. « J'aimerais ça, répondit-il. Envoyez-moi les détails. » Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans la galerie, admirant les œuvres, Evan se sentit se détendre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il n'y avait pas de performance ici, pas de maintien soigneux d'une façade, juste deux personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre et la créativité exposée. « Que pensez-vous de celui-ci » demanda Rachel, désignant une peinture abstraite dominée par des tourbillons de bleu et de gris. Evan l'étudia pensivement. « Ça me rappelle une tempête en mer tumultueux, mais avec le sentiment que la clarté arrive. » Rachel hocha la tête. « Je vois ça aussi. L'artiste l'appelle après la tempête. » Approprié, murmura Evan. Plus tard, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin dans un restaurant à proximité, Rachel posa la question qui l'attendait toute la soirée. « J'ai entendu parler de votre divorce, » dit-elle directement. Les ragots de bureau circulent vite. Était-ce très difficile ? Evan prit une gorgée de son vin avant de répondre. Oui et non. La découverte a été choquante, les conséquences ont été compliquées, mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a quelques années, offrit Rachel. Pas exactement les mêmes circonstances, mais le sentiment de trahison était profond. Comment avez-vous surmonté ça ? Demanda Evan, sincèrement curieux. Elle réfléchit à la question. J'ai réalisé que garder ma colère ne faisait que me faire du mal, pas à la personne qui m'avait trahi. Alors, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie d'une manière qui me semblait authentique et significative. Et finalement, la douleur s'est estompée. Juste comme ça ? Demanda Evan, sceptique. Rachel rit. Non, pas juste comme ça. Ça a pris du temps, de la thérapie, beaucoup de courses à des heures insensées du matin. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à lui depuis des semaines. Evan hocha la tête, comprenant complètement. Les derniers mois avaient été similaires pour lui, une guérison graduelle ponctuée de moments de paix inattendus. Et vous ? Demanda Rachel. Pensez-vous avoir surmonté ça ? Evan pensa à Brooke, à la stratégie élaborée qu'il avait exécutée, aux conséquences qui s'étaient déroulées. Il pensa à la dernière fois qu'il l'avait vu, diminué mais toujours défiant dans son bureau. Je pense, dit-il lentement, que j'ai atteint un point où la justice semble complète, où je peux regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Rachel leva son verre. À regarder vers l'avant, alors. Ils trinquèrent, et Evan sentit quelque chose changer en lui, un poids se soulever, une porte se fermer doucement sur le passé. La revanche qu'il avait orchestrée contre Brooke avait été minutieuse et efficace. Il avait démantelé sa carrière, ses finances, sa position sociale, tout ce qu'elle valorisait plus que la sainteté de leur mariage. Cela avait été calculé, stratégique et finalement couronné de succès. Mais assis ici avec Rachel, profitant d'une conversation simple et d'une connexion authentique, Evan réalisa que la plus grande revanche n'était pas dans la chute de Brooke. C'était dans sa propre ascension, sa capacité à avancer, à faire confiance à nouveau, à construire une vie d'intégrité et de but. Il avait gagné, non pas en détruisant Brooke, mais en refusant de laisser sa trahison le détruire. Alors qu'il raccompagnait Rachel à sa voiture plus tard ce soir-là, elle se tourna vers lui avec un sourire. « J'ai vraiment passé un bon moment ce soir, Evan. »« Moi aussi, » répondit-il, surpris de voir à quel point c'était vrai. « Voudriez-vous recommencer un jour » demanda-t-elle. Evan la regarda, cette femme intelligente et directe qui avait affronté ses propres trahisons et en était sortie plus forte, qui parlait honnêtement et écoutait attentivement, qui semblait le voir pour ce qu'il était vraiment, pas pour ce qu'il pouvait offrir ou représenter. « Oui, » dit-il simplement. « J'aimerais beaucoup ça. » En rentrant chez lui plus tard, Evan réfléchit au chemin qui l'avait conduit à ce moment, du choc de la découverte au calcul froid de la revanche à ce nouveau départ rempli de possibilités. Brooke l'avait autrefois accusé d'être sans cœur dans sa quête de justice, mais ce n'était pas de la froideur qui l'avait motivé.
C'était une croyance profonde que les actions devaient avoir des conséquences, que la trahison de la confiance ne devait pas rester sans réponse. Maintenant, avec ces conséquences délivrées et ce chapitre clos, Evan pouvait véritablement avancer, non pas en tant que victime, non pas en tant que vengeur, mais simplement en tant qu'homme qui avait appris à ses dépens ce que signifiait valoriser l'honnêteté, l'intégrité et une connexion authentique. La plus grande revanche, réalisa-t-il, n'était pas de détruire ce qui vous avait fait du mal. C'était de construire quelque chose de meilleur à partir des ruines. Et c'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Épilogue. 1 an plus tard, Evan se tenait à la fenêtre de son Penthouse, regardant le lever du soleil sur le lac Michigan. La lumière dorée se répandait sur l'eau, transformant l'ordinaire en quelque chose de magnifique. Derrière lui, Rachel dormait paisiblement, sa présence dans sa maison et sa vie maintenant une constante bienvenue. Leur relation s'était développée lentement, réfléchie, bâtie sur une fondation de respect mutuel et d'affection sincère. Ils n'étaient pas pressés de formaliser quoi que ce soit, tous deux ayant appris à leurs dépens que le mariage n'était pas quelque chose à entreprendre à la légère. Mais Evan se sentait de plus en plus certain qu'elle était quelqu'un avec qui il pouvait construire un avenir. Son téléphone vibra avec une alerte de nouvelles. Curieux, il le prit et lut le titre « Ancien cadre d'Anderson Media plaide coupable de fraude boursière ». L'article détaillait comment Jason Anderson avait conclu un accord avec les procureurs. Admettant avoir falsifié les registres de l'entreprise pour gonfler la valeur de l'entreprise avant une introduction en bourse prévue. Il purgerait 2 ans dans une prison fédérale et paierait des amendes substantielles. Mentionné brièvement à la fin de l'article, Brooke Anderson, décrite comme une ancienne vice-présidente de l'entreprise, qui avait coopéré avec les enquêteurs en échange d'une immunité contre les poursuites. Evan posa le téléphone, ne ressentant rien d'autre qu'un sentiment distant de clôture. La dernière pièce était tombée en place. La justice, sous toutes ses formes, avait été rendue. Son cabinet de conseil avait prospéré au cours de l'année passée, gagnant une réputation pour ses pratiques commerciales éthiques et ses solutions efficaces. Il avait commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, mettant l'accent sur l'importance de l'intégrité dans toutes les relations, personnelles et professionnelles. Quant à Brooke, il avait entendu par des connaissances communes qu'elle avait quitté Chicago entièrement, s'installant en Arizona pour travailler pour une petite agence de marketing. S'était-elle appris quelque chose de sa chute? Il ne pouvait le dire. C'était son chemin maintenant, séparé du sien. Rachel remua et le rejoignit à la fenêtre, l'enlaçant par derrière. Beau lever de soleil, murmura-t-elle, encore endormie. Oui, acquiesça Evan, se tournant pour lui faire face. Un nouveau jour. Et cela, réalisa-t-il, était la véritable victoire. Pas les conséquences soigneusement orchestrées qu'il avait arrangées pour Brooke, pas la vindication publique de sa position, pas même le succès professionnel qui avait suivi. La victoire était dans ce moment, debout aux côtés de quelqu'un qui valorisait l'honnêteté comme lui, regardant vers un avenir bâti sur la confiance, observant le lever du soleil sur un nouveau jour plein de possibilités. Evan avait perdu un mariage basé sur la tromperie, mais à sa place, il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, une vie d'intégrité, des connexions authentiques, et la satisfaction tranquille de savoir qu'en fin de compte, la vérité prévaut. C'était la meilleure revanche de toutes. Fin. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.